Le programme donc de ce vendredi, c'est Marseille-Lyon. Vous le savez, c'est l'affiche de cette 27e journée. Lyon, qui est un candidat au titre, doit-il avoir peur de ce déplacement à Marseille? On va parler du PSG. Après sa défaite 2-0 contre Monaco, les Parisiens sont-ils obligés de cartonner Dijon? Lille, éliminé en Ligue Europa, est-il désormais favori pour le titre en Ligue 1? Et puis patatras, un seul club français encore qualifié en Coupe d'Europe. Est-ce lamentable? Oui, n'ayons pas peur des mots. On va tout de suite débuter avec cette 27e journée. Vous le savez, ce soir, il y a un match entre Rennes et Nice. On va retrouver notre envoyé spécial, c'est Bertrand Latour. Il est à Rennes. J'espère qu'il est moins dissipé que hier en plateau. On rappelle un petit peu le contexte, Bertrand. 3 défaites consécutives pour les Rennais, 6 matchs sans victoire. Bonjour, Karine. Bonjour Bertrand, vous avez l'air ébloui par le soleil. Ça vous fait bizarre d'être debout en pleine journée. Bertrand, est-ce que Julien Stéphan est en danger? Bonjour tout le monde et bonjour à mon acolyte Dominique Guéribaud qui ne me perturbera pas aujourd'hui. Pour ce qui est de Julien Stéphan, non, ça me paraît bien prématuré pour me poser la question en ces termes-là, même si je vous en veux pas. C'est vrai que la période est un peu catastrophique, il faut le dire ainsi. 6 matchs sans victoire, 3 défaites consécutives. Pour autant, dans ce marasme, les Rennais ne sont pas très loin de leurs objectifs initiaux. Ils sont à 2 points de la 5e place. Ils comptent un match en retard, qui est pas un match gagné, mais qui n'est pas encore perdu tant qu'il n'est pas joué. Ça va sans le dire, face à l'Olympique de Marseille. Ils auraient tout intérêt évidemment à gagner ce soir face à Nice, qui est une équipe, elle pour le coup en grand danger, qui flirte de plus en plus avec le maintien et sur une dynamique très négative depuis maintenant il y a de nombreuses semaines la blessure de Dante. Mais non, pour ce qui est de Julien Stéphan, je peux comprendre qu'il cristallise les tensions parce qu'il est un homme fort de Rennes, il est celui dont on parle le plus en règle générale dans ce club-là, mais ça me paraît bien trop tôt. Moi, j'ai pas de grands reproches à lui faire sur ce qui est produit par Rennes actuellement. Le dernier match face à Montpellier est encore une belle prestation. Ils ont certes perdu, mais il y a encore des choses dans le contenu. J'ai pas le sentiment que les joueurs allaient lâcher. C'est souvent quand même la question qu'il faut se poser quand un club veut se séparer de son entraîneur. Merci beaucoup Bertrand. Effectivement, Rennes avait bien entamé son match face à Montpellier, puis finalement il y avait eu le réalisme montpelliérain. Messieurs, on va écouter Julien Stéphan, évidemment c'est le principal concerné. Il nous explique cette spirale négative, on l'écoute. Ce qui me traverse l'esprit, moi, c'est de travailler de la manière la plus professionnelle possible, voilà, pour faire mon travail du mieux possible, c'est tout. Voilà, quand on est entraîneur, on est dans cette démarche-là et on fait fi de ce qui peut se dire, de ce qui peut s'écrire, et on reste focalisé sur ce travail-là. Julien Stéphan, messieurs, selon vous, est-il en danger? Nabilou? Non, et qu'on le laisse bosser. Très bien, vous aviez besoin donc de 4 ardoises. En difficulté pour Dominique, à voir en fin de saison. Pour Thibaut, peut-être. Pour Raphaël, pas sûr. 3 petits points pour Vincent. Non pour Vicage. Dites donc Vincent, on sait que parfois vous prenez des petites pincettes, donc le pas sûr, 3 petits points. Il y a quoi derrière ces 3 petits points? Il y a que c'est compliqué de juger Julien Stéphan comme un entraîneur ordinaire parce qu'il a une place dans le club qui dépasse celle d'un entraîneur ordinaire. C'est-à-dire qu'il a un pouvoir dans le club qui est quand même important. Il participe au projet au-delà de son simple rôle de technicien. On a vu que quand il a été en conflit avec Olivier Létang, c'est Olivier Létang qui est parti. Donc voilà, forcément, il est soumis à cette responsabilité de résultat et il pourra pas résister éternellement à une mauvaise série. Mais j'imagine pas du tout l'actionnaire, M. Pinault, être impatient et au point de le mettre en danger, enfin du moins de remettre en cause sa place. Je pense il est soutenu par un environnement assez important au sens large et je pense que ça va le protéger un moment encore. On va voir justement ce que ça donne en termes de résultats. Julien Stéphan par rapport, évidemment, à ses prédécesseurs. Ouais, et il a de meilleurs résultats aujourd'hui quand on regarde par exemple le pourcentage de victoires. C'est l'entraîneur qui gagne le plus par rapport à Sabri Lamouchi, à Christian Gourcuff, à Philippe Montagnier ou encore à Fred Antonetti. Voilà, aujourd'hui il a 45% de victoires. Julien Stéphan, meilleur bilan pour l'instant que ses prédécesseurs. Quand Julien Stéphan prend la parole, il a toujours un discours très offensif. Il prône le beau jeu. On avait vu qu'il était venu en Ligue des Champions pour tenter de faire quelque chose. Est-ce que finalement on les a vus trop beaux ou est-ce que c'est Julien Stéphan qui apprend son métier comme tout jeune entraîneur et qui finalement parfois n'a pas su bien gérer certains virages? Je pense qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. C'est aussi une équipe qui a beaucoup changé à l'intersaison. Peut-être certains en parleront au niveau du mercato.
Il y a aussi en fait, c'est à l'image finalement même de certains joueurs de l'effectif. Il y a besoin de digérer des choses comme Camavinga. En l'espace de 2 ans, c'est vrai qu'on arrive maintenant un petit peu plus à situer Rennes sur la carte du football français. Il y a eu ce verrou, ce déclic avec cette victoire en Coupe de France, une qualification en Ligue des Champions. Franchement, sur la séquence, c'est quand même plutôt remarquable. Moi, je m'attendais logique. Quoi ? Qu'ils ont fait en Ligue des Champions, c'est remarquable. Non, de se qualifier. Moi, même se qualifier, ils méritaient pas de se qualifier. Non, mais je veux dire, c'était pas quelque chose qui sur les 3 ou 4 dernières journées avant l'interruption, c'était Lille qui avait une dynamique positive et Rennes qui avait. Rennes a été sauvé par l'interruption du championnat. Marseille aussi, je veux dire, par rapport à Lille. Mais ils y sont. On refait l'histoire parce qu'alors Marseille aurait peut-être pas été deuxième. Je dis juste que Lille avait repris 6 points sur les 3 dernières journées. Non, mais ce que je veux dire. Mais alors, admettons, on peut amender un peu. On peut amender. Ils se sont retrouvés dans la course pour la qualification à la Ligue des Champions. C'est plutôt un club qui était en dents de scie. Moi, je le compare à Newcastle, un coup en haut, un coup en bas, capable de faire des belles perfs parfois et d'en prendre 4 2 semaines après. On savait pas pourquoi. Donc, moi, je trouve que c'est normal qu'il y ait une digestion, un contre-coup un petit peu à tout ce qu'ils ont vécu. Et c'est comme ça aussi que des clubs grandissent. Et c'est surtout pas à ce moment-là où il faut paniquer. Ça peut être, pour moi, ça peut être une crise de croissance aussi de l'entraîneur. Vous avez raison parce que il reste quand même jeune et lui aussi en quelque sorte en formation continue. Mais c'est aussi une équipe qui a beaucoup changé et évolué. Après, il y a des cycles, des trous d'air, des runs favorables, des runs défavorables. Vous voulez le virer pour mettre qui à sa place, pour repartir sur quoi? Non, mais je veux dire, moi je veux bien. Allons-y, faisons-le sauter pour faire quoi? Moi, je suis. Non, mais je pose la question naïvement. Alors, très sincèrement, Karine, moi, je me pose plus des questions de l'autre côté à Nice qu'à Rennes. Ah oui. Voilà. Et du côté de Nice, il y a eu effectivement un changement d'entraîneur et pour l'instant, parce que ça a pas Rennes, été je suis très embêté marquant. par leur recrutement, leur politique sportive. Nice, je suis embêté par le recrutement, leur politique sportive de prendre des jeunes en échec dans des grands clubs. Alors que Rennes, je suis persuadé que si on reste avec le même groupe, s'il y a des joueurs aujourd'hui qui sont inefficaces comme Doku, la saison prochaine, ça peut être toute autre histoire. On va parler dans quelques instants du recrutement, René, parce que c'est aussi le recrutement de Florian Maurice qui est arrivé dans la maison. Mais on va retrouver Bertrand Latour qui est toujours à Rennes. Bertrand, Julien Stéphan a été nommé entraîneur de l'équipe première le 3 décembre 2018. Il était déjà évidemment dans la maison rennaise. Est-ce que du côté de la direction, on s'inscrit avec lui sur du très long terme? Est-ce qu'on pourrait voir à nouveau un entraîneur qui reste aussi longtemps qu'un Christophe Galtier à Saint-Etienne, par exemple? Karine, j'ai beaucoup de mal à l'imaginer et je pense même que Julien Stéphan, c'est une intuition personnelle, c'est pas une info que je vous relaye là, mais je pense qu'il est tout à fait capable de peser le pour et le contre et quoi qu'il se passe d'ici la fin de saison, qu'il décide de quitter ses fonctions à Rennes parce que c'est un homme extrêmement intelligent, il connaît la difficulté de ce poste d'entraîneur et la vitesse à laquelle les entraîneurs sont fragilisés. La preuve, après cette série défavorable, là, on est déjà en train de se poser ces questions-là et on se les pose nous, mais il y en a d'autres qui le font à notre place, pas forcément au sein du club, mais dans un environnement plus ou moins proche. Et que peut-il faire de mieux que de remporter un trophée, ce qu'il a fait avec Rennes qu'il n'avait pas fait depuis des décennies, de permettre à son club de se qualifier, de disputer la Ligue des Champions, ça dans des conditions particulières, mais on va pas le tenir pour responsable que le championnat se soit arrêté. Au moment où ça s'est arrêté, ils étaient en tête et ils étaient troisième et ils n'avaient pas disputé 10 journées. Et que peut-il faire de mieux? Pas grand-chose, je pense. Et après, il peut aussi y avoir une érosion du discours. Donc, moi, je serais pas étonné que de lui-même, il décide en fin de saison d'arrêter. Cette saison, il est déjà aussi un peu en partie quand même impacté par un certain nombre d'erreurs de recrutement, vous allez en parler, mais qui leur ont coûté cher, notamment, je pense, au gardien de but. Alors justement, on va en parler. Bertrand me fait une belle passe décisive. Finalement, ce qui se passe à Rennes, c'est plus un souci de recrutement. Il y a eu énormément de joueurs qui sont arrivés. Florian Maurice est arrivé à Rennes. Il était précédemment à l'Olympique Lyonnais. Est-ce que c'est plus de ce côté-là qu'on s'est trompé, Vikash? Est-ce que on devrait pointer plutôt les joueurs qui sont arrivés? Moi, Rafinha, ça a quand même été une grosse surprise de le voir partir et de voir arriver Doku. Moi, je trouve que c'était un joueur qui faisait des énormes différences. Il était très utile. C'est une grosse surprise juste avant la fin du mercato. Après, moi, je pense qu'ils ont un bel effectif. Je suis quand même déçu par ce qu'ils font. Moi, je pensais que ça allait être un des clubs qui allait lutter pour la Ligue des Champions, à un moment, même on en a parlé ici, pour la Ligue des Champions, pour le titre carrément. Donc voilà, ils se sont effondrés. Vincent a un peu répondu à mes interrogations. Pourquoi il est pas menacé? Pourquoi jamais on parle de lui en disant il va être limogé comme dans d'autres clubs? C'est aussi parce qu'il a une relation particulière. Je viens de comprendre que voilà, il est installé là, qu'ils veulent construire peut-être sur du long terme. Moi, je trouve ça bien. Moi aussi là, c'est la valse des entraîneurs. C'est un marché maintenant. C'est le marché des entraîneurs. On s'amuse à les virer, les garder, les racheter. Lui, qu'on le garde et qu'on essaie d'améliorer l'effectif, je trouve ça plutôt bien, plutôt sain. Même si quand t'es joueur, parfois t'as envie que l'entraîneur change.
Parce qu'évidemment, si tu joues pas, si ça se passe mal avec l'entraîneur, t'as envie qu'il change. Évidemment, mais ça c'est pas votre genre, vous l'avez pas fait. Ça m'est jamais arrivé. Voilà. De carrer un entraîneur, c'était pas votre genre, Vicage, bien évidemment. Raphaël, il y a quand même quelques chiffres qui font peur. Ouais, il va falloir peut-être aller de l'allant face à l'OGC Nice, effacer cette mauvaise série pour les Rennais de 6 matchs consécutifs sans victoire. Déjà 6 matchs consécutifs sans victoire. À domicile, ça ne va pas mieux. Aucune victoire sur les 4 derniers matchs disputés à domicile en Ligue 1. Et puis face à Nice, c'est pas un adversaire qui réussit énormément au Stade Rennais. Nice n'a pas remporté de match sur ses 5 dernières réceptions de l'OGC Nice. Effectivement, donc 2 clubs qui sont en difficulté, les Rennais et les Niçois. Dominique, vous aviez écrit en difficulté, mais c'est peut-être nous aussi qui avions un regard finalement un petit peu faussé de ce Rennes, parce qu'on a vu énormément de recrutements, on a vu un club qui allait jouer la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, donc on s'est emballé. Oui, on s'est emballé, mais on a tort de s'emballer, parce que ce club, il a 100 ans d'âge, pile poil. Il est né en 1901, et qu'a-t-il gagné ? 3 Coupes de France. Point barre. Et je lisais ce matin dans mon journal préféré, L'Équipe, que depuis la dernière guerre, dans le top 5, 8 fois seulement. Donc depuis plus de 75 ans. Oui. Donc voilà, Rennes, je dis pas que Rennes est à sa place, mais Rennes ne mérite pas plus. Rennes se situe toujours, mais depuis toujours aussi, c'est un des clubs qui se maintient le plus en Ligue 1. Comme Bordeaux, comme Marseille, comme Saint-Étienne. Voilà, donc je dis pas que c'est un club moyen qui nous laisse indifférents. Simplement, je dis qu'il y a cette saison, en tout cas, pas d'intérêt particulier pour suivre cette équipe. Il n'y a pas vraiment Dominique, un match de référence. Son actionnariat est quand même spectaculaire. Alors, la famille on peut Pinault, en parler et sur les 2-3 dernières années, il y a un recrutement quand même onéreux qui est quand même aussi spectaculaire. Enfin, Vincent, si la famille Pinault voulait vraiment s'investir à fond dans ce club du Stade Rennais, à mon avis, il serait pas loin d'être 8e de finaliste de la Ligue des Champions chaque année. Mais c'est pas le cas, quoi. Voilà. Il reste mesuré. Mais Nabil, cette année, on a vu quand même un recrutement qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire de Rennes. En termes d'argent dépensé, c'est beaucoup pour eux. Oui, ils ont eu un investissement massif avec des choix forts. Ils ont aussi réagi à des départs. Aussi, parfois, quand vous êtes en position de réagir à des départs, ça peut non pas vous faire des erreurs, mais peut-être prendre des joueurs beaucoup plus vite que vous souhaitiez les prendre. Doku pour Rafinha, moi je suis persuadé que Doku c'est un bon joueur. Alors, il faut qu'il apporte un peu de variété. Rafinha, c'est un joueur confirmé qui fait des belles choses du côté de Leeds. Gomis, tout de suite à la place de Mendy. Ça a été aussi un cap. Mais ça, c'est la politique sportive, ça pose un problème. On parle du recrutement, Oui, non, mais je veux dire, c'est pas tellement recrutement, là, c'est vendre qui était une faute, je trouve. C'est vendre Rafinha et Mendy au dernier moment. Alors que tu joues la Ligue des Champions. Retiens, je comprends. Après, retiens Mendy qui a Chelsea qui frappe à la porte, qui lui propose une place de titulaire, passer de Rennes à Chelsea. Je comprends, mais il y a un moment, après aussi il y a des réalités, des volontés, des envies aussi des joueurs. Alors c'est sûr, ils ont un contrat, mais moi je pense qu'il y a des joueurs il y a d'autres situations également qui n'ont pas été évoquées. Par exemple, Camavinga, c'est vrai qu'on a souvent été à savoir est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va partir, est-ce qu'il va prolonger. Même pour lui, ça peut être un petit peu perturbant. Il est en difficulté. Donc je sens une crise, en fait, un peu une crise de croissance du côté rennais. Mais je suis persuadé que dans des choix de recrutement qu'ils ont fait, il y a des joueurs aujourd'hui qu'on peut trouver décevants. Il faut leur laisser du temps. Et qui peuvent être très bons la saison prochaine. Et on en a déjà vu parce que les qualités, on les sent. Doku, je sais pas ce que t'en penses, Vicage, franchement. Quand il prend le ballon, il se passe quelque chose. Sauf que, il passe pas, il essaie de passer sur sa vitesse. 26 millions d'euros, Doku. Après, c'est les prix du marché, c'est comme ça. Il a 18 ans, c'est le plus grand espoir presque du football belge. Le mot de la fin, Vicage, Doku, vous en pensez quoi en 2 mots? J'aime bien ces prises de rythme, mais par rapport à Rafinha, l'autre était décisif. C'est des passes mais l'autre, il est plus âgé, plus confirmé. On aura sûrement la chance de le revoir en Ligue 1 la saison prochaine, Doku. Sauf s'il part dans le sud. Sauf s'il part, mais. Ça, c'est Sudoku dans ces cas-là. Mais... Oui, non, alors là, vraiment, c'était nul comme blague. Du côté des supporters, franchement, c'est compliqué parce qu'ils ont vu un petit peu l'inversement des courbes avec le LOSC, avec les Lillois. Ces Rennais qui avaient beaucoup d'ambition pour cette saison, eh bien, désormais, c'est plus difficile. Alors, Rennes est une équipe de cycle, nous dit supporters, qui traverse une mauvaise passe qu'elle a déjà passée en début de saison. Néanmoins, ils sont encore en titre pour l'Europe, c'est déjà bien. Stéphane redressera le navire. Qui mieux que Nice pour cela, parce que Nice paraît être ce soir le meilleur opposant pour se relancer justement. N'importe quel autre serait en danger. Pourquoi ce cas particulier? Une amnistie plutôt curieuse dans ce milieu. C'est pour vous montrer qu'en fait, c'est tout ou rien avec Julien Stéphane. Certains trouvent qu'il est protégé, d'autres estiment qu'au contraire, il faut le laisser longtemps au pouvoir. Il est en danger certes, mais ce serait une grosse erreur du Stade Rennais de le laisser partir maintenant, car ce serait difficile de trouver un
un entraîneur libre. En effet, la situation globale actuelle du foot ne laisse pas présager de trouver facilement un entraîneur du même calibre. Je ne pense pas en tout cas qu'il soit en danger, nous dit Ced, s'il a fait des choix bizarres, notamment les cas Nyang et Rafinha, qui sont pour certains supporters mal passés. Ouais. Il garde la confiance de la direction pour continuer la construction d'une équipe sur le long terme. Voilà beaucoup de messages quand même pour prendre plutôt position, même si certains disent il faut juste regarder les résultats, et certains sont déçus. Ils s'attendaient vraiment à une saison de la confirmation pour Rennes et elle n'est pas venue. On a fait un sondage, en tout cas, un sondage pour savoir, alors est-ce qu'il faut continuer à faire confiance à Julien Stéphan? On a la réponse, plus de 1200 votants. Julien Stéphan est-il en danger? Eh bien c'est plutôt oui à 60%. Voilà, mais bon, c'est beaucoup de politique on aime le changement. Mais oui, les gens veulent de la révolution constamment. Non, il faut de la stabilité. Dans quelques instants, on se retrouve évidemment avec le match de dimanche soir entre Marseille et Lyon. C'est une belle affiche. Lyon qui est candidat au titre. Doit-il avoir peur de ce déplacement à Marseille? On parlera aussi du PSG, le PSG qui retrouve la Ligue 1 après sa défaite 2-0. Est-ce que les Parisiens sont obligés de cartonner Dijon? Et puis, on parlera des résultats des clubs français en Ligue Europa. Là, on est tous très énervés sur le plateau. Est-ce lamentable? On se posera la question. À tout de suite. Hier soir, Lille a été éliminé de la Ligue Europa. Les Dogs ont été battus 2-1 par l'Ajax. Même score qu'au match aller. C'est terminé donc pour notre club français en Ligue Europa. Ce triste bilan pour ces clubs français, vous le voyez. Il n'y a plus qu'un club en huitième de finale des différentes Coupes d'Europe, le Paris Saint-Germain, qui va même disputer peut-être les quarts de finale. En tout cas, Rennes a été éliminé en phase de poule, tout comme Marseille en Ligue des Champions. Lille donc hier en 16e de finale. Nice a terminé dernier de son groupe d'Europa League. Et puis Reims n'avait pas dépassé le tour préliminaire. Et voilà donc pour ces chiffres un petit peu de la honte, messieurs. Donc le PSG, le seul représentant français en 8e de finale d'une Coupe d'Europe. Est-ce lamentable? La Ligue des non-talents pour Nabil, comme d'habitude. Pour Dominique, non, c'est encore pire cette année. Stop au bashing de la Ligue 1 pour Thibaut. C'est triste pour Raphaël. C'est le mot pour Vikash. Non pour Vikash. Nabil, on nous vend du rêve en fait avec la Ligue des talents et là on a la réalité, c'est le terrain et ça passe pas. Je pense qu'on a des talents en Ligue 1, mais on a des équipes qui sont moins talentueuses sur la scène européenne surtout. Et moi, ce qui me rend dingue, je sais pas, on en parlera peut-être, c'est de se qualifier pour pas jouer les compétitions ou à moitié s'en féliciter quand on est éliminé, car ça nous permet de nous consacrer pleinement à la Ligue 1. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut pas jouer 2 matchs par semaine. C'est vrai qu'on a le Boxing Day aussi en Ligue 1. C'est vrai que les cadences sont infernales. C'est vrai qu'il n'y a plus la Coupe de la Ligue aussi. C'est vrai qu'on ne peut pas jouer la Coupe de France cette saison, quasiment pas. Donc non, c'est terrible. Alors le Paris Saint-Germain, c'est un train qui arrive à l'heure. Ils sont surdimensionnés, ils sont outillés pour effectivement être à chaque fois invités à partir du mois de février. Mais il y a d'autres équipes. Vous allez me dire, on peut revenir à faire un petit focus en arrière. On avait 2 clubs en demi-finale de Ligue des Champions la saison dernière, mais sauf que c'était une année un peu particulière. Mais moi, ce qui m'accable le plus sur votre tableau, c'est qu'à chaque fois j'ai vu, ou 2 ou 3 fois j'ai vu dernier. Ah oui. Alors c'est le cas de Marseille, de Rennes et de Nice. Oui, ça me rend dingue. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas les moyens de jouer sur plusieurs tableaux? Moi, j'ai l'impression qu'on a des budgets qui sont comparables à d'autres clubs dans d'autres pays qui vont assez loin dans ce genre de compétition. Il y a aussi un état d'esprit global qu'il faut revoir. Voilà, c'est minimaliste. C'est la Ligue 1 depuis plusieurs années. On a ce qu'on mérite et on a le coefficient UEFA qu'on mérite. On a choisi le terme lamentable parce que c'était aussi un mot choisi lors ce qu'on a lu une brève de l'équipe, parce que la France est 8e à l'indice UEFA cette saison. Voilà, exactement. Alors cette saison, parce qu'elle reste 5e nation en Europe sur l'indice UEFA, vous savez, sur les 5 dernières années calculées. Mais cette saison, pour être clair, vous voyez, ils n'apparaissent pas dans le top 5, les clubs français. Donc la France, il y a toujours l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. Et dans la deuxième partie de tableau, je ne sais pas si on va la voir s'afficher, voilà, regardez, eh bien la France est 8e cette saison à l'indice UEFA. Il y a l'Écosse, il y a les Pays-Bas et il y a Israël qui est juste derrière. Juste derrière Israël. Moi, ce qui me choque, c'est l'Écosse. Alors voilà, et donc ce qu'on vous disait, quand on fait le comptage de points global sur les 5 dernières saisons, parce que c'est ça qui compte l'indice UEFA, la France reste 5e. Il y a quand même un matelas favorable, une avance quand même assez conséquente sur le Portugal qui est juste derrière. Mais Vincent, quand on voit ça, donc l'Écosse est devant nous, les Pays-Bas sont devant nous, on est juste devant Israël. Alors effectivement, comme Zenabil, il y en a certains qui nous ont expliqué qu'on avait 2 clubs français en demi-finale de Ligue des Champions, mais la réalité, c'est catastrophique. Oui, mais c'est sans doute, je ne sais pas si c'est le karma, mais c'est aussi le résultat de gens de clubs qui ont été européens par hasard. Je le redis. Chaque année, c'est un peu quand le championnat s'arrête à un moment aléatoire qui ne veut pas dire grand-chose,
on a des Européens qui ne méritent pas forcément. C'est pas que ça, Vincent. Chaque Non, mais année, c'est on aussi se retrouve. ça. Non, mais chaque année, on par fait exemple, ce débat je suis quasiment. désolé, mais Reims n'était pas taillé pour disputer la Ligue Europa. Ouais, par exemple. Enfin, les Young Boys Bern, ils n'ont pas un budget bien supérieur à Reims, ils sont qualifiés. Les Young Boys, c'est quand même la meilleure équipe suisse. Tu peux pas dire ça, mais il n'y a pas un delta incroyable. Est-ce que, par exemple, Rennes, je veux bien, vous m'avez expliqué que logiquement, ils auraient pas dû finir. Je pense qu'une journée de plus, et Lille était devant. Rennes fait match nul, défaite face à Krasnodar. Nice a été battu par un club israélien. Il y a eu des défaites face à des clubs tchèques. Parce qu'on a perdu la culture européenne. Faire mieux non, je pense qu'on a perdu la culture européenne depuis 10 ou 15 ans. Il se trouve que depuis 2-3 ans, y compris médiatiquement, la Ligue Europa revient un peu. Elle existe à nouveau. Mais il y a eu la finale de Marseille en 2018, donc c'était exposé. Oui, ou la demi-finale de Lyon en 2017. Enfin voilà, il y a eu quelque chose qui a coïncidé un peu avec cette série-là. Il y a une grande culture européenne quand même. Mais si, quand même, en Ligue des Champions, un peu quand même. Mais au milieu des années 90, jusqu'à l'arrêt Bosman, on était partout. Quand c'est l'OM qui joue. Le PSG, au début des années 90, ils font au moins 5 fois de suite en demi-finale, dont 2 finales, pendant 5 ans. Et c'est un moment où Monaco est allé en finale, où Auxerre est allé en demi-finale, où Marseille a gagné au début des années 90. Voilà. Il y avait une vraie culture. Vincent, mais cette culture-là, elle s'est perdue parce que malheureusement, la Coupe de l'UEFA et la Ligue Europa est devenue moins importante que le championnat parce qu'il y a eu trop de droits télé sur la Ligue 1 qui ont convaincu les clubs qu'il valait mieux finir 5e de la Ligue 1 que de passer 3 tours en Coupe de l'UEFA. Donc la solution, et moi ça fait au moins 2 ans que j'en parle, et je vois que qu'on en reparle un peu, la solution c'est de ne pas donner tous les droits télé à la fin de l'année en suivant le classement. C'est donner une partie des droits télé la saison d'après en fonction des résultats en Coupe d'Europe. Il faut réintroduire une culture de la Coupe d'Europe. C'est pas possible. On peut pas rester comme ça. Alors au niveau de l'indice, c'est pas si grave que ça, parce que le PSG va l'entretenir. Devant il y a le Portugal, mais le Portugal il lui reste que Porto aussi. Donc voilà, ça va se maintenir. Et l'Écosse, c'est parce que Steven Gerrard est en train de repousser de faire grandir les Rangers, et que ces petits pays ils partent tellement de bas dans la Coupe d'Europe qui gagnent des matchs dans les premiers tours. Mais maintenant, c'est quasiment fini. Donc, ils vont pas augmenter leur indice. Vikash, vous étiez le seul un petit peu positif en plateau parce que, pour vous, ces résultats sont pas lamentables. Mais est-ce que ça montre quand même le niveau de la Ligue 1, selon vous? Je ne sais pas si on juge la Ligue 1 au moment... Je ne sais même pas si on doit la juger, à vrai dire, parce que j'ai l'impression que c'est 2 compétitions différentes. J'ai l'impression quand même qu'on est pillé régulièrement par tous nos meilleurs joueurs, donc on les utilise pas assez longtemps. Et ils partent, évidemment, et ils sont utilisés par les meilleurs clubs du monde. Donc, évidemment, ça affaiblit sans arrêt la Ligue 1. Je pense qu'il n'y a pas assez d'argent. Je pense qu'au niveau des budgets... Il y en a de l'argent, Vikash. Les clubs français se sont fait battre par des clubs qui avaient des budgets moindres. qui sont les meilleurs dans leur championnat. Donc, ça change la donne. Nous, il n'y a pas assez d'exigences. Moi, je pense qu'il n'y a pas assez d'exigences sur les clubs. Il n'y a pas assez de culture, pas d'exigence. Et aussi juste, je veux dire, si c'est plus important de se qualifier que de la jouer, c'est ce qui permet de rééquilibrer les comptes à la fin de l'année. On est qualifié, on vend les joueurs, on fait un peu de trading et après on repart sur une année. Lyon ne jouait plus le titre depuis un moment. Il jouait pour se qualifier en Ligue des Champions ou jouer le tour préliminaire à se qualifier. Mais c'est l'exemple d'un club qui a une culture européenne. Qui a une exigence interne qui fait que ils vont jamais dire c'est pas grave si on est 3e de la première phase de Ligue des Champions, c'est pas possible. C'est toujours grave. Et malheureusement dans les autres clubs c'est pas assez grave. Mais c'est grave aussi pour équilibrer les comptes surtout parce que ça peut être dangereux financièrement de pas se qualifier en Ligue des Champions. C'est plus dangereux pour les comptes que de rayonner sur la scène européenne. D'ailleurs ils l'ont fait l'année dernière. Dominique, on était plein d'envie, de promesses après les 8e. Après le Final 8 à Lisbonne. Si l'émission vous intéresse, vous me le dites. C'est une girafe qui colorie. Je vous écoute attentivement. Non, parce que vous faisiez les ongles il y a 2 secondes. Non, pas du tout. On était quand même très heureux. Après l'été portugais, il y avait eu Lyon, il y avait eu le PSG. Là, on est revenu à une triste réalité, c'est que la France se fait taper par des équipes qui ont moins de budget et qui sont moins prestigieuses. C'est un sujet qu'on peut tenir depuis quasiment 70 ans, depuis que la Coupe d'Europe existe. Il y a eu des miracles, effectivement. Il y a eu l'OM 93, il y a eu le PSG un peu plus tard. Voilà. Mais il y a eu deux vainqueurs sur quasiment 70 ans. La culture européenne, grâce à la culture européenne, certains clubs se sont révélés. Je pense à Bastia. Bastia fait, tu te souviens de l'épopée de Bastia, 77, extraordinaire. Avec Papy. 78, avec Claude Papy, évidemment. Souvenez-vous d'Auxerre. En fait, Auxerre se révèle à l'Europe grâce à la Coupe d'Europe. Je parle même pas de Saint-Étienne, la gloire des Verts. Bon, ensuite, il y a eu effectivement la période lyonnaise formidable des années 2000. Et puis le PSG. Et l'OM, monsieur. Je veux dire, et l'OM, évidemment. Dominique, on parle que des grands clubs. Le problème, c'est que toi, tu parles de clubs moyens. Aujourd'hui, il n'y a plus un club moyen qui fait une épopée.
Je veux dire, par exemple, Laval dans les années 70. Non, mais c'est triste. Guingamp récemment. Non, mais c'est très triste. Voilà. Qu'est-ce que je. On sait plus. Non, mais par exemple, souvenez-vous, on a vécu ce match par exemple, entre Nice et le Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen, c'était pas du tout le premier, le deuxième ou le troisième du championnat. Et sur le terrain, mais il y a 2 mondes d'écart entre Nice et le Bayer Leverkusen. Ce qui a tout changé, c'est évidemment l'arrêt Bosman. Pourquoi ces épopées étaient encore possibles il y a une certaine époque? Parce que nos meilleurs joueurs, la plupart de nos meilleurs joueurs, jouaient dans les clubs français. On est deuxième à l'indice UEFA au milieu des années 90. On est deuxième. Mais bien sûr, aujourd'hui, dans l'équipe championne du monde de Ligue des Champs, tu as combien de joueurs français qui jouent en Ligue 1? Très peu. Mbappé, il y a 2 remplaçants, Thauvin, Mandanda. T'as tout dit. Là, tu as tout dit. Reste, équipe MB. Mais il jouait pas à l'époque en 2018. Et Dubois. Oui, Vincent. Non, Dubois, il n'est pas champion du monde. Ah non, pas champion du monde. Dans l'équipe qui joue actuellement. Ah oui, non, on parlait des champions du monde. 2018. Non, mais le système, moi je trouve que le système aussi aujourd'hui de pool avec protection des gros, avec les Anglais qui ont peur de jouer, les Anglais, etc., jusqu'à un moment, ça quand même, ça avantage les grands pays. Mais pas en Ligue Europa. Mais pas en Ligue Europa. Je veux dire, c'est en Ligue Europa qu'on est le plus ridicule. Parce qu'en Ligue des Champions, on maintient quand même une présence. Ce qui m'énerve le plus, c'est le discours. Dominique est énervé, il faut le dire. Le discours, mais récurrent, on est en apprentissage. C'est une question d'expérience. Exactement. Mais merde, il y a une question aussi d'état d'esprit et de mentalité. Oui, il faut attaquer aussi les matchs de Coupe européenne avec l'envie aussi de les gagner. Après, du côté de Lille et de Christophe Galtier, ça a été fait. Ils ont joué la Coupe d'Europe. Oui, ils n'ont pas. Ils ont manqué un match le premier contre. Ils sont tombés sur plus fort. Voilà. Ils sont tombés sur plus fort. Ils sont tombés sur plus fort. Et juste, vous parliez vraiment de la spécificité de cette Ligue Europa et de la réussite des clubs français en Ligue Europa. Le bilan, il est catastrophique. Un chiffre, déjà, eh bien, c'est la pire série sur les 40 dernières années pour la 2e fois de suite que de ne pas voir un club français en 8e de finale de la Ligue Europa. Et puis le deuxième chiffre que je voulais vous montrer, c'est que les clubs français dans cette compétition n'ont remporté que 5 matchs sur 27 rencontres disputées en Ligue Europa. Voilà. Il y a eu 7 nuls et 15 défaites. C'est le bilan en Ligue Europa. J'enlève la Ligue des Champions. Dernière chose, arrêtons de parler du top 5. Parlons du top 4. Les Anglais, les Espagnols, les Allemands, les Italiens et le championnat français, la Ligue 1, n'en déplaise à toi, Thibaut. Trouver une place à tout prix. On est très loin. Très loin. Sauf qu'il va être essentiel de rester dans le top 5 pour pouvoir avoir à terme, dans la nouvelle Ligue des Champions, une place supplémentaire en Ligue des Champions. Pour encore être rousté. Non, ça peut créer un cycle vertueux. Je veux dire, on voit bien que les Italiens qui l'ont obtenu sans l'avoir mérité, ça les arrange aussi. Thibaut, on était très déçus hier lorsque Lille a été éliminée de la Ligue Europa. Est-ce que sur les réseaux sociaux, on est colère? On est très facilement adepte de s'en prendre à l'arbitre et de s'en prendre au niveau de la Ligue 1. Donc sur les réseaux, j'ai essayé de trouver d'autres voix aussi qui portent, et on nous dit quand même que c'est une année post-Covid ou Covid complètement, et qu'il y a des équipes comme Lyon qui auraient fait bien mieux que l'OM ou Rennes en Coupe d'Europe. Il y a également Monaco, que si on prend sa place actuelle 4e, elle serait donc en Europa League et ne serait pas ridicule. Donc pour beaucoup, il y a eu un vrai problème de cet arrêt du championnat en cours de route qui a tout changé sur cette saison européenne. C'est désolant, je ne vois pas l'intérêt de se battre pour finir européen, pour jouer les Coupes d'Europe comme ça, c'est lamentable. Ça, c'est la réalité de ce que beaucoup de supporters disent. Heureusement que le PSG est là. Arrêtez. On a eu 2 clubs en demi-finale de la Ligue des Champions. Ça faut quand même le rappeler. C'est 2020. C'était il y a 6-8 mois. Et un autre en finale en 2018. Ça dépend des années. Il y a pour moi des clubs faits pour l'Europe qui ont ça dans leur culture. Paris, Lyon, Marseille, Monaco. C'est une année donc particulière. Ça revient souvent chez les supporters. Cette année particulière, cette année Covid. Le problème de notre Ligue 1, c'est que les clubs qui ont eu la culture Coupe d'Europe, les structures, l'effectif pour la jouer avec ambition sont trop souvent accrochés en championnat par des petits clubs qui jouent avec leurs armes. Donc perdent des points et ne sont pas anciens. Donc il y a un problème en fait avec ce niveau de la Ligue 1 qui est trop accrocheuse, trop batailleuse. Oui, c'est la faute des petits qui arrivent à faire des résultats face les gros, vous voyez. En effet, on nous dit que c'est peut-être juste quand même le niveau de la Ligue 1 qui est truqué avec l'arrêt prématuré du championnat. Ça s'est revenu énormément. Jamais Monaco et Lyon n'auront fait honte à ce point-là en Coupe d'Europe comme Marseille, Rennes ou Reims. Voilà, donc ça veut dire qu'on a quand même fait aussi un sondage. On se souvient quand même de la dernière participation de Monaco en Ligue des Champions, c'était pas brillant. On a fait un sondage quand même pour voir un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de sons de cloche sur cette situation de la Ligue 1, le vrai niveau de la Ligue 1. Et on nous dit que oui, est-ce le vrai niveau de la Ligue 1? Oui, comme je vous le dis, il y a un vrai L1 bashing sur les réseaux du côté des supporters qui sont déçus.
C'est net et sans bavure. On va se retrouver dans quelques instants et on parlera du PSG, notre seul club encore en Coupe d'Europe. Mais est-ce que le PSG doit absolument cartonner Dijon? Parce que le PSG a beaucoup d'absence pour son déplacement samedi en terre dijonnaise. On revient au foot. Une semaine après la défaite contre Monaco, le PSG se déplace sur la pelouse de Dijon et il y a encore une fois de très nombreux absents, Raphaël. Oui, la liste a été publiée, en tout cas la liste du groupe parisien a été publiée, ainsi que ceux qui ne seront pas là face à Dijon. Leandro Paredes, son avant-centre Mauro Icardi, son latéral droit Alessandro Florenzi, son milieu de terrain Marco Verratti, puis ceux on l'on connaît depuis quelques semaines désormais, Neymar, Di Maria et Juan Bernat. Ça fait beaucoup d'absents pour aller affronter Dijon. Messieurs, il y a beaucoup d'absents, on l'a vu, mais il y a surtout un PSG qui reste sur une prestation très décevante contre Monaco. C'était dimanche dernier, le PSG qui n'est que 3e de la Ligue 1 actuellement. Est-ce que malgré ce contexte, le PSG se doit de cartonner Dijon ? 3 points et évitons les blessés. Oh là là, ça c'est vraiment digne d'un dirigeant. 3 points pour Dominique. Non, il faut déjà gagner. Pour Thibaut, oui. Pour Raphaël, non. Pour Vincent, oui. Pour Adam, merci. Pikache. Enfin, c'est incroyable. Un peu de panache, ces discours de président, de dirigeant de club. Je sais pas, vous mettez un tableau juste avant avec le nombre de gars absents. Ben oui, mais Vikash, vous voulez la victoire et vous voulez la victoire avec la manière, vous voulez le contenu. Faut quand même pas galérer à Dijon. À un moment, faut essayer quand t'es Paris Saint-Germain, même avec des absents, aller gagner, se rassurer, montrer que t'es le Paris Saint-Germain. Même si t'es 3e du championnat, c'est que t'es le grand favori, tu dois aller t'imposer chez une équipe qui est en grande difficulté. Et puis après, il y a aussi, alors j'ai toujours pas compris pourquoi ils avaient changé l'entraîneur, mais ils ont changé l'entraîneur, et à part, Barcelone c'est quand même exceptionnel, mais il se passe pas grand chose en championnat, donc on attend aussi qu'il se passe quelque chose avec l'équipe. Alors le grand changement, ça a été Verratti en meneur de jeu. Finalement, c'est pas, moi j'ai pas l'impression qu'il ait joué là contre Barcelone, il a joué un truc un peu mélangé. Mais voilà, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Parce que il y a pas beaucoup de temps, il y a des matchs rapprochés. Là, il a un petit peu de temps avec un match la semaine prochaine. Voilà, moi je pense que quand on est joueur, là, si on va à Dijon pour galérer, à la fin du match, même si on a pris les 3 points, on peut être inquiet. Dominique, il y a quand même une exigence autour de ce club et c'est normal. Il y a un contexte. Il y a une défaite de 0 contre Monaco, une défaite qui est logique. Il y a derrière un coach qui décide de donner 2 jours off à ses joueurs, pas de souci. Mais là, on revient à la Ligue 1, on est le premier à jouer parce que Monaco, Lille, Lyon vont jouer derrière. Vous, c'est juste la victoire, c'est pas plus ce qu'il faut faire. J'allais dire Estelle, Karine. Moi, c'est Karine. Oui, Estelle, vous la retrouverez lundi. Je serai pas là. Ah, bon, c'est pas grave. Vous la retrouverez devant la télé. Non, mais là, ils viennent de chuter à Lorient. S'ils chutaient ce soir face à Dijon, samedi. Ou samedi, c'est une catastrophe industrielle, que c'est pas possible. C'est juste pas possible. Il suffit alors, le PSG très amoindri, on a vu beaucoup de titulaires qui ne seront pas sur place, mais il suffit d'un PSG un peu concentré, un peu déterminé pour battre, malheureusement, cette pauvre équipe de Dijon. Non, j'ai pas envie de dire cette pauvre équipe de Dijon. Quand bien même cette équipe de Dijon a pris lors des 3 derniers matchs face aux Parisiens, 14 buts. Ouais. C'est souvent des 4-0, des 4-1. Il y avait une défaite en 2019, 2-1. Oui, en revanche, Dijon avait gagné en 2019, 2-1. Sinon, c'est 4 buts à chaque fois inscrits par le Paris Saint-Germain. Ils sont frictionnés, sur les 5 dernières rencontres. Donc, sauf accident. Voilà, regardez, Dominique, vos yeux. On a fait un petit tableau. Donc, normalement, sur le papier, il n'y a pas... Neymar a mis quadruplé. Ah, oui. Donc voilà, que dire de... Déterminé, concentré et évidemment le PSG. Et Dijon, bien évidemment, alors pour rentrer un petit peu plus dans le détail, va très mal. Déjà à domicile, ça va pas fort. Il n'y a pas eu de victoire depuis le début de la saison. Regardez, 6 nuls, 7 défaites. Un seul but marqué à domicile pour les Dijonais sur les 9 derniers matchs. Et puis sur domicile extérieur, eh bien il reste les Dijonais sur 6 défaites consécutives. Alors juste, on demandait une composition d'équipe. Alors on a montré les absents, mais on n'a pas montré ceux qui pourraient jouer, ceux qui sont entre guillemets valides. Quand même, ça reste une équipe assez compétitive avec Kylian Mbappé, Kinsa, Rabia, Draxler pour le quatuor offensif. A priori, avec Danilo et Gueye au milieu de terrain. Et puis, cette défense, il y a quand même les 2 centraux titulaires, Kimpembe, Marquinhos, Kurzawa qui est sur les côtés. Ça va quand même, c'est pas un 11 amoindri, enfin il y a beaucoup d'absents, mais ça va quand même. Quand on voit cette compo d'équipe, on se dit encore une fois où va être la créativité, notamment au milieu de terrain. C'est pour ça que vous dites qu'il faut juste gagner et pas forcément gagner en faisant un match plein? C'est pas que j'ai dit qu'il faut juste gagner, c'est que je m'attends pas à beaucoup plus de la part du PSG actuellement. Vous n'êtes pas exigeant, vous êtes comme les clubs en Europe. Je suis exigeant, mais je suis pas optimiste. C'est 2 choses différentes. Évidemment qu'il faut que, et je suis complètement d'accord avec Vikash, que pour l'instant, en championnat, on n'a pas vu
un seul changement positif entre le PSG de Tourelle et le PSG de Pochettino. Franchement, il n'y a pas... C'est pareil, c'est peut-être même un peu moins bien, c'est possible, je ne sais pas, enfin ça se tient en tout cas. Kiff-kiff. Voilà, c'est kiff-kiff, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc ces matchs-là, d'ici au match retour contre Barcelone, ils doivent nous montrer qu'il se passe quelque chose. Pour l'instant, c'est vrai qu'il se passe rien. Donc moi, j'ai envie de voir ce match, c'est qu'il se passe quelque chose. C'est vrai qu'il manque il manque un peu de monde pour qu'il se passe quelque chose. Il y a trop de dynamiques individuelles qui sont négatives là-dedans. Sarabia, il est au fond du trou. Draxler, il n'a pas fait un bon match depuis 2 ans. Danilo, il sort de la cave. Donc forcément, c'est pas des bonnes dynamiques. Mais il y a Keane et il y a Mbappé. Et rien que ça doit suffire. Ouais. Nabil, on a l'impression qu'on a déjà les excuses toutes trouvées si le PSG gagnait, mais petitement. C'est-à-dire que vu qu'il n'y a pas le 11 de départ, vu qu'il y a un manque de créativité, il faut arrêter d'être trop exigeant. Bah, normalement, il n'y a pas photo. En vérité, dans un monde normal, il y a 3-4 buts d'écart, même avec un Paris Saint-Germain à prime, parce que vous avez des internationaux à tous les postes. Mais c'est une année qui est extrêmement bizarre, avec des dynamiques extrêmement bizarres. Lille et Lyon, ils n'ont pas cartonné. Dijon, si je dis pas de bêtises. Lille et Lyon, ils n'ont pas mis des cartons à Dijon, si je dis pas de bêtises. Mais normalement, le Paris Saint-Germain sait aussi se montrer fort avec les faibles. Ça leur est souvent arrivé. Et normalement, ça ne va pas faire un pli, mais c'est une année tellement bizarre. Franchement, ils ont perdu contre Lorient. Qui ici les a imaginé une seule seconde perdre contre Lorient? Pas moi. Et avec Neymar en plus. Donc, il y avait la grosse équipe. Non mais voilà, franchement. Après, oui, il n'y a pas eu de changement incroyable entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Si Kovac a mis une leçon à Koeman comment gérer Mbappé dans la profondeur. Non, pas Kovac. Si Kovac, l'entraîneur de Monaco. Oui, mais Kovac n'a pas mis de leçon à Koeman. Ah oui, par rapport à d'accord. Ok. Comment gérer Suivez. Bon, on peut le dire un peu quand même. Il a quand même lui trouvé une parade. Alors certains vont dire que oui, ils sont restés bas et puis ils se sont projetés, mais bon, à un moment, c'est aussi l'intelligence d'un entraîneur. Donc, franchement, c'est insondable. Après, normalement, sur un match comme ça, si vous êtes Keane, Mbappé, franchement, ce que vous dites, c'est je vais faire des stats. Alors juste pour répondre à Nabil, en effet sur la phase retour, Lille et Lyon n'ont gagné que 1-0. Ouais. En revanche, Lyon en tout début de saison avait gagné 4-1 et puis il y avait eu 2-0 pour Lille sur les matchs allés. Face à Dijon. Marco Verratti, vous le savez, il a parlé dimanche soir après la défaite contre Monaco, mais il a parlé aussi aujourd'hui sur le site du Paris Saint-Germain et écoutez ce qu'il nous dit. On est plus fort, on a de grands joueurs, mais il faut le montrer sur le terrain. Si on pense que c'est facile, on sera en difficulté. Il faut faire 90 minutes intenses. Si on était premier, on pourrait se gérer et ne penser qu'à Barcelone, mais là, on n'a pas le droit. On doit penser à Dijon. Marco Verratti, qui entre-temps, on le rappelle, est forfait. Encore oui, il a pris un choc à l'entraînement, donc il est. Vous n'avez pas vu les absents? C'est comme Neymar, c'est un match sur 2, quoi. Vous n'avez pas regardé le tableau de. Si, mais je fais exprès quand même de le faire remarquer parce que moi je comprends pas. À la fin de l'émission, je fais comme s'il l'avait pas vu. Mais ça vous quel jeu d'acteur. Mais ça vous interpelle pas, quoi. Je veux dire, c'est incroyable, quoi. C'est au Paris Saint-Germain. Je veux dire, ce manque de constance, ces blessures à répétition. Enfin, c'est dingue, quoi. Neymar, ok, on a compris, mais Verratti, c'est pareil, quoi. S'ils sont payés un match sur 2, quoi. Ouais. C'est rentable, leur boulot. Icardi, c'est quoi? Une gastro. Gastroentérite, il est malade. Non, mais Verratti, c'est tout le temps, quoi. Ça peut arriver, bien évidemment. Vikash, quand on est joueur et quand on entend le discours de Marco Verratti, dimanche soir, et là, il nous dit, voilà, on doit prendre conscience de certaines choses, il y a une urgence parce qu'en championnat, on n'est pas leader. Est-ce que réellement, on le sent l'adversité quand on est joueur ou c'est des éléments de langage là qu'il emploie? C'est la réalité. Si le PSG baisse un peu le niveau et les autres le relèvent, c'est ce qui se passe avec Monaco, Lille, Lyon et c'est tout. Ça devient difficile. On a banalisé ce que faisait le Paris Saint-Germain. Ils ont été champions parce qu'ils étaient aussi très très forts et en dessous ils se battaient pas pour le titre. Là, ça se resserre parce que Lyon, Lille et Monaco peuvent jouer le titre et eux, ils ont un peu baissé le niveau. Pourtant, mais faut pas oublier qu'il y a eu quand même le Final 8, puis après pas de préparation, la reprise, etc. Il y a eu pas mal de difficultés avec des blessures. Beaucoup d'absents. De toute façon, depuis le début de la saison, il y a énormément d'absents. Moi, je pense qu'à un moment, ça va repartir. Je vois quand même le Paris Saint-Germain aller chercher le titre. Mais ça va être difficile. Il parle pour tout le vestiaire. Je trouve que c'est pas agressif. Il pointe personne du doigt. Parfois, Koscielny, par exemple, ce qu'il a dit sur ce partenaire, je trouve que c'est un peu plus agressif. Là, c'est un truc pour se mobiliser, pour aller ensemble. Il s'englobe effectivement dans ses résultats compliqués. Il peut, puisqu'il joue un match sur 2. Tout à fait. Il y a d'autres saisons, on se posait même pas la question de savoir si ils allaient leur mettre une raclée ou s'ils allaient gagner. Mais on en est arrivé maintenant à se poser la question. Ils ont plus de marge en fait. Il n'y a pas de marge. On peut se poser la question. De savoir est-ce qu'ils vont gagner presque.
On les a vus en échec. Ils n'ont jamais autant perdu sur une saison. Oui. C'est vrai qu'ils ont eu des compos bizarres en début de saison, notamment à cause du Covid et du final. Mais moi, je reste sur le match de Lorient. Alors, je dis pas que Dijon va être capable de faire ce qu'a réussi Lorient, mais on voit que le Paris Saint-Germain n'a pas de marge contre des petits adversaires. Effectivement. Et David Linares, lui, c'est le coach de Dijon et il veut pas prendre de raclée. Je vais être clair par rapport à ça. On est tous des compétiteurs et quand on joue ce genre de match, on a plus envie de se sublimer plutôt que de penser qu'on va prendre une raclée, comme vous le dites. Voilà, c'est un match de football. Vous savez aussi bien que moi que voilà, des exploits dans le foot, il y en a eu et il y en aura encore dans le futur. Donc on rentre pas dans l'état d'esprit de baisser les bras et de regarder Paris jouer. Avec les autres. On ne baisse pas les bras, c'est le message de David Linares. Oui. Thibaut, sur les réseaux sociaux, les supporters du PSG veulent quoi? Une victoire avec la manière, peu importe. Là, ils sont un peu retombés sur terre, en fait, avec la défaite à domicile face à Monaco. Donc, ce qu'ils demandent déjà, c'est d'avoir un effectif au complet. Ils s'en prennent à qui? Au staff médical du PSG, qui a communiqué encore une fois, il y a 3 heures cet après-midi, le point médical avec tous les blessés contre Raphaël. Les premières réactions, infirmerie Saint-Germain, ça change pas. On en a marre, on s'en fout, on veut des joueurs. Le tweet qu'on a marre de voir, ça veut dire, c'est le tweet, bien sûr, sur le point médical, comme je vous le montrais. D'autres réactions, blessure Saint-Germain, ici même. Voilà, on en a vraiment ras-le-bol du côté du Paris Saint-Germain. On nous dit aussi que Pochettino out s'il ne met pas Rafinha, parce que c'est la touche technique qui manque quand Verratti n'est pas là. Oui, dans l'excès. J'aime vous montrer des excès comme ça. Il n'y a pas que les excès de David Djellit. Il est même pas arrivé à Paris, il a pas sorti ses bagages, qu'il doit déjà partir. En tout cas, on nous dit aussi qu'on n'en peut plus de ce tweet, parce que quelle équipe de fragile, sérieux. Un coup sur le pied, tu peux être sûr que Verratti, il est absent pour 3 semaines au PSG, parce qu'en effet, il est forfait à cause d'un coup reçu sur le pied. On va aller brûler un cierge pour demain avant de voir le milieu des enfers, Danilo et Gueye alignés ensemble. Voilà l'optimisme des supporters du PSG aujourd'hui en voyant l'effectif qui va être aligné et le 11 qui va être aligné demain. Verratti, c'est peut-être le meilleur, mais c'est du foutage de gueule sérieux, parce que Marco Verratti, il était encensé après le match à Barcelone, certes, mais là, il prend vraiment assez cher sur les réseaux sociaux. Ah bon en espérant qu'il joue au moins la moitié des matchs restant 60 minutes, Verratti. Ouais, Marco Verratti, il y en a un peu marre de le voir à chaque fois absent. Demain, il faudrait aligner ce type d'équipe: Rafinha, Sarabia, Keane, Mbappé, Herrera, Gueye. Ça m'étonnerait pas qu'on arrive quand même à perdre des points face à Dijon, parce que Dijon, quand même s'ils sont derniers, ils arrivent à accrocher leurs adversaires. Un match, s'il arrive à jouer un match par saison, Verratti, c'est déjà bien. Il est toujours blessé, parce qu'en effet, l'interview de Marco Verratti sur le site de PSG, ça a fait parler, puisqu'il est absent demain pour la rencontre à 17h. Et puis donc, voilà une des compos que certains voudraient voir. Rafinha, donc en numéro 10, Draxler à droite, Herrera et Gueye, et non pas Danilo. Voilà, il y a beaucoup d'idées du côté des supporters du PSG pour que ça joue un petit peu plus au ballon, plutôt que une équipe qui ressemble à une équipe qui bétonne. En tout cas, pour donner du baume au cœur aux supporters du PSG, le compte Twitter du PSG l'a annoncé: le plus beau but des 8e de finale aller, c'est bien celui de Kylian Mbappé, la frappe en lucarne sur la passe de Draxler. Voilà, donc un peu de beau jeu quand même, il y en a eu, mais en Coupe d'Europe. C'est officiel, ça a été élu le plus beau but? Oui.